Vous avez dit auparavant, je cite, les deux sessions sont un moment très important pour tout ambassadeur en Chine parce que nous sommes des observateurs privilégiés de la vie politique, sociale et culturelle de la Chine. Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement cette année? Bien, donc les deux sessions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles régulent la vie de la nation chinoise. Et ensuite, elles permettent, n'est-ce pas, le fonctionnement normal des institutions que le peuple chinois s'est librement donné. Et de cette manière-là, on peut dire que ces sessions permettent, par exemple, d'adopter le budget. Aucun pays ne peut survivre s'il n'y a pas de budget de fonctionnement. Il y a des administrations et beaucoup de dépenses à faire. Il faut que ça soit dans un cadre légal. Il y a les lois et les règlements qui sont votés pendant les sessions. Il y a aussi même les nominations. Hein. N'oublions pas que l'Assemblée populaire nationale a le pouvoir suprême, en fait, ici, et que les nominations, même celles du gouvernement, doivent passer par l'approbation de cet organe-là. Donc, nous avons non seulement les nominations, mais on a aussi les retrouvailles et les échanges au sein de la classe politique chinoise. Je crois que les sessions permettent aux différents responsables de différentes régions de se retrouver de temps en temps dans un cadre plus chaleureux et orienté vers le travail de manière à partager leurs expériences et à définir les politiques de la nation. C'est aussi important parce que sans ces sessions, on pourrait dire, le peuple chinois lui-même ne saurait pas à quel sens se vouer parce que quand ces sessions se tiennent, que le budget est voté, ça donne des assurances au peuple chinois. Comme ça, on sait que le pays fonctionne bien, les institutions fonctionnent bien et on peut aller de l'avant. Tout d'abord, nous avons le rapport d'activité du gouvernement. Pour nous, le rapport d'activité du gouvernement est un document important qui nous permet de mesurer ou d'apprécier, n'est-ce pas, le travail du gouvernement sous la direction du Parti communiste chinois et du président Xi Jinping. Et ensuite, maintenant, on va aussi examiner et adopter le 14e plan quinquennal qui doit démarrer cette année jusqu'en 2025. C'est très important qu'on sache qu'est-ce qui va être fait et ce document qui a été élaboré pendant longtemps, pendant quelques temps, par différentes administrations, par différentes instances au niveau du parti et du gouvernement, des provinces, même des gouvernements locaux dans les districts et autres, parce que ça concerne tous les rayons et toutes les couches de la nation chinoise. Bien sûr, il y a la lutte contre la pandémie. C'est le point d'actualité du jour. Il reste le développement technologique, parce que la Chine en dépend de plus en plus et a besoin d'accroître, n'est-ce pas, son niveau de développement technologique pour maintenir la croissance et le rythme de production. Le 14e plan a comme objectif final l'atteinte d'une société de moyenne prospérité. Parce qu'avant, on parlait d'une société de moyenne aisance. Moyenne aisance et moyenne prospérité, il y a un saut qualitatif absolument gigantesque qu'il faut lire entre les lignes. Parce qu'on parle déjà de prospérité, ça veut dire qu'on a résolu les problèmes de base. Et c'est ce que c'était l'objectif du 13e plan. Maintenant, il faut partir des acquis du 13e plan pour consolider la croissance de la Chine et en faire un pays moderne, un pays développé. On sait que le travail à la campagne est un travail prioritaire pour la Chine et aussi en Afrique. On s'intéresse beaucoup et les gouvernements mettent l'accent beaucoup aussi sur la réduction de la pauvreté. Et on sait que le président chinois a écrit un livre qui s'appelle Sortir de la pauvreté. Pensez-vous que les deux parties auront l'occasion de coopérer ou de s'inspirer de l'expérience de l'un et de l'autre pour avancer mieux dans ce domaine-là? La Chine pour l'Afrique constitue un grand modèle. Nous disons souvent que la Chine est une école, c'est la plus grande école au monde, la plus grande école à ciel ouvert au monde. Nous admirons et saluons toujours, n'est-ce pas,
tous ceux qui ont travaillé à donner à la Chine la fierté qu'elle peut afficher aujourd'hui. Et bien sûr, la transformation, la grande, parce que je voyageais à travers ce pays, c'est de voir que les écarts se réduisent entre la ville et la campagne. Et ça, c'est très important. Quand on parle de sortir de la pauvreté, ce n'est pas une théorie qui est enseignée à l'université. Il faut aller sur le terrain. Et moi, le livre du président Xi, je le lis et je ne le lis pas seul parce que quand vous avez un tel document, il faut le partager. Et je prends le temps de l'envoyer aux dirigeants de mon pays pour qu'eux aussi lisent parce que c'est eux qui doivent prendre des décisions. Et ils peuvent donc trouver un modèle, ils peuvent trouver où s'inspirer et dire, bon, tiens, si la Chine a fait et a réussi, pourquoi le Cameroun ne pourrait pas le faire et réussir à son tour? Et c'est un peu cela le défi que, à tous les niveaux, nous nous lançons. Et je pense donc que la Chine a toujours été, pour l'Afrique, un modèle, parce que nous avons quelque part une histoire commune. Nous partageons beaucoup de valeurs communes. Et il y a beaucoup de ressemblances entre la Chine et l'Afrique. Le président chinois a avancé ces notions d'une communauté de destin commun pour l'humanité et aussi une communauté de destin commun entre la Chine et l'Afrique. Pensez-vous que cela va avoir une influence sur les futures orientations de la Chine, entre la Chine et l'Afrique? Quelles sont vos attentes pour l'année 2021? Non, je pense que les propositions du président Xi Jinping rencontrent l'adhésion massive des Africains. Il n'y a personne parmi eux, à ma connaissance, qui voit ça d'un mauvais œil. Au contraire, parce que ce que propose le président Xi Jinping est basé sur l'expérience des faits. Le monde dans lequel nous vivons, et la pandémie du Covid vient de nous l'apprendre, montre la fragilité de toutes les communautés humaines. Nous sommes fragiles. Alors, vous comprenez donc que les Africains, il y a des thèmes pour lesquels nous sommes tout à fait d'accord. La gouvernance mondiale est très importante aujourd'hui parce que nous en souffrons. Nous sommes les laissés pour compte. L'Afrique est laissée pour compte. On a encore beaucoup de difficultés à faire passer certaines idées, mais cela ne doit pas nous décourager. Cela ne doit pas nous décourager. Nous devons rester déterminés à défendre nos positions communes, à défendre notre point de vue et à faire valoir nos points de vue. Ça, c'est important.